Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce déjà 8e épisode du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Alors si tu écoutes les épisodes au fur et à mesure de leur diffusion, sache que le podcast devient désormais hebdomadaire avec une sortie le lundi. Donc c'est une demande qui a été faite par les auditeurs et les auditrices qui ont interagi sur Instagram et qui trouvaient qu'il y avait beaucoup trop d'épisodes. Moi, ça m'arrange un peu parce que ça fait quand même beaucoup de travail pour un projet que j'appelle le projet de la nuit. Et ça me permettra aussi de proposer des épisodes au long cours sur cette saison 1, parce que la plupart des épisodes sont déjà enregistrés. Voilà, et si tu as envie que je reçoive quelqu'un en particulier du monde de la montagne, si tu as un projet à me proposer, n'hésite pas à m'écrire à emily@skadienco.com skadiandco.com ou alors de venir me voir directement sur Instagram ou sur LinkedIn. Voilà. Aujourd'hui, j'ai interviewé Mathilde Simon, que tu connais peut-être sous le nom d'Éco Sauvage. Elle va me parler des plantes sauvages et j'ai souhaité fabriquer cet entretien dans le cadre de la Journée internationale de la vie sauvage qui avait lieu le 3 mars et qui a lieu tous les 3 mars de chaque année, qui est poussé par l'UNESCO. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'on se questionne ensemble sur les plantes sauvages, et notamment les plantes sauvages en montagne, et sur toute la biodiversité qu'ont à nous offrir les paysages d'altitude. Voilà. Je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très vite dans le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour Mathilde. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup de m'accueillir ici dans la vallée des Huiles. On est au bout de Beldon. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Et il fait beau aujourd'hui, on est dehors. Oui. On est sur un petit banc au soleil et c'est très chouette de te rencontrer. Oui, également. Donc on va découvrir un peu ton parcours aujourd'hui. La première question à laquelle répondent toujours les invités du camp de base, c'est finalement c'est quoi ton camp de base ? Il est dans quel massif ? Et qu'est-ce qu'on y retrouve pour ton confort ? Alors, je crois que j'en ai deux. J'en ai un plutôt ancien, ça va être le massif de la Vanoise, plutôt en Tarentaise. C'est là où j'ai grandi. J'ai passé une grande partie de mon enfance et c'est mon camp de base parce que c'est là-bas que je me suis retrouvée souvent, reconstruite aussi. Ça me définit un peu. J'y trouve une certaine identité, pour moi en tout cas. Et en particulier, j'aime quelques versants sud du coin et j'y trouve de la douceur, de la chaleur, du calme et puis un esprit montagne aussi qui est assez ressourçant. Alors c'est drôle que tu parles du massif de la Tarentaise parce que nos auditeurs et auditrices ont déjà entendu Charlène Plaisance et Jérémy Prévost qui viennent de la Tarentaise, qui est aussi le massif dont moi je suis issue, quoi. Et du coup, ils vont vraiment se dire qu'on le fait exprès, ouais, mais non. non. Alors, j'ai grandi là-bas et je disais c'était, on va dire, le camp de base le plus ancien. Et il y en a un deuxième qui est en train de devenir un camp de base pour moi. C'est là où on est en ce moment. C'est donc cette partie-là de Beldon où j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps et je commence à y prendre mes marques et aussi à retrouver des choses qui me font du bien et qui me ressourcent. Donc ici en particulier, par exemple pour donner quelque chose de concret, ça va être le calme et un peu l'aspect sauvage qu'il y a plus qu'ailleurs. On peut aller se balader sans croiser personne et vraiment avoir des temps de réflexion presque méditatifs qu'on a moins quand on croise quelqu'un qui nous sort de nos pensées, quoi. Alors je le disais en introduction, tu animes l'Éco Sauvage, qui est ton entreprise. Oui. Mais avant ça, c'est quoi ton parcours ? Pour faire simple, ce qui peut expliquer un peu tout ça, c'est le fil rouge, c'est ma passion et ma curiosité pour la biologie et en particulier les plantes, la biologie végétale. J'ai toujours été fascinée par comment ces organismes fonctionnent, notre relation avec
depuis la nuit des temps. Et donc, j'ai fait des études dans cette direction-là. J'ai fait la fac de bio. Ensuite, j'ai fait une thèse, pour faire court, en biologie cellulaire végétale à l'ENS à Lyon. Et puis, après la thèse, je me suis arrêtée un petit peu. J'ai commencé à faire quelques formations plus dans l'utilisation des plantes sauvages pour des soins ou l'alimentation. Ensuite, j'ai refait un post-doc à Grenoble cette fois. Et là, j'ai lancé l'éco-sauvage après le post-doc. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la biologie cellulaire végétale ? En gros, c'est d'essayer de comprendre à l'échelle de la cellule comment l'organisme fonctionne. Par exemple, chez l'humain, on va avoir un niveau d'étude de la biologie du corps humain, ça va être la physiologie, donc les organes, comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux. Et puis quand on descend d'une échelle encore, on tombe sur l'échelle des cellules qui constituent les organes. Donc du coup, la biologie cellulaire, c'est ça, c'est cette échelle-là. Et donc pour en revenir aux plantes, on est moins habitué à entendre ça, mais il y a évidemment beaucoup de recherches là-dessus pour comprendre comment ces organismes fonctionnent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quel était ton sujet de thèse ? Qu'est-ce que tu as fait pendant 3 ans ? Pendant 3 ans, j'ai travaillé sur des systèmes de communication de la plante. Donc le sujet, c'était de comprendre comment les signaux de communication sont intégrés à l'échelle de la cellule par la plante et comment est-ce que la plante, elle répond à l'échelle de la cellule, mais aussi à l'échelle de l'organisme en entier. Comment est-ce qu'elle répond, elle, en tant qu'individu unique, ou comment est-ce qu'elle communique aussi avec les autres plantes ? Alors, pour les plantes, en général, c'est de la chimie. C'est de l'émission de molécules et de la réception de molécules. Et c'est comme ça que ça communique. Après, il y a aussi des mécanismes mécaniques, justement. Ça va être des variations de pression ou le vent ou des choses comme ça. Il y a aussi la température. Tout ça, c'est des signaux qui sont intégrés par la plante. Donc, il n'y a pas, comme nous, le son, la voix, l'ouïe, mais il y a des systèmes de réception de molécules ou de signaux mécaniques. Quand on te suit un peu sur les réseaux, notamment sur Instagram, on comprend que tu fais de l'ethnobotanique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette notion d'ethnobotanique ? L'ethnobotanique, c'est un terme très général. On y met beaucoup de choses dedans. Et en fait, c'est simplement l'étude des relations entre l'humain et les plantes. Au sens utilisation, dans n'importe quel thème. Ça peut être l'alimentation, les soins, ça peut être aussi le mystique, tout ce que ça a apporté pour l'humain et à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment très très large. Et comment est-ce qu'on fait des études d'ethnobotanique ? Parce que là, ça mêle deux environnements, enfin 2 catégories d'individus qui sont sur le même territoire, mais comment est-ce qu'on arrive à comprendre les interactions justement dans ce schéma d'ethnobotanique ? Alors, il n'y a pas d'études à proprement dit d'ethnobotanique. Enfin, on va dire, il n'y a pas de cursus universitaire. Il y a des branches qui vont l'intégrer et ça ne va pas forcément même être dénommé comme ethnobotanique. C'est un peu comme la botanique. Pour être botaniste, il faut faire de la botanique, mais ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une profession en tant que telle, quoi. C'est un domaine d'expertise, mais voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment de cursus pour ça. Et ça va être plutôt un travail de fond sur se renseigner, faire beaucoup de bibliographie, des lectures, discuter avec des gens, soit sur le terrain, aller rencontrer des gens qui utilisent les plantes de manière très intuitive, j'allais dire, mais c'est peut-être pas le bon mot, qui font ça depuis toujours. Donc aller chercher soit sur le terrain ce qui se fait depuis longtemps. Donc là, on a des données vraiment concrètes, brutes, et ou ajouter des lectures, de la bibliographie sur des gens qui ont déjà fait ce travail-là avant et dans d'autres régions. Et justement, est-ce que, dans l'éco-sauvage, on va revenir juste après sur ce que c'est, mais est-ce que toi, tu fais beaucoup de terrain ? Ça représente à peu près combien de pourcentage dans ton travail d'aller rencontrer ces gens et de faire cette bibliographie ? J'ai pas encore mis trop en place cette rencontre-là. En fait, si l'occasion se présente, je vais parler des plantes, si des nouvelles personnes que je rencontre vont en parler, mais j'essaye pas de chercher des gens en particulier qui utilisent les plantes. Si je tombe sur l'info, je vais y aller, mais c'est quand même assez rare. Par contre, la bibliographie, c'est tous les jours, quoi. Enfin,
en termes de pourcentage, c'est au moins 60% de mon temps. Et en fait, tu continues le travail que tu opérais en thèse. Oui, le lien avec la méthode que j'ai apprise en thèse et que j'ai exercée, il est là, quoi. Je me sers beaucoup de ça, à confronter des données, à essayer de tirer des synthèses de ça, et ensuite les rendre audibles pour d'autres personnes et un autre public. Et est-ce que tu penses justement que tu as été assez formée en thèse pour opérer cette médiation? Parce que c'est quand même un travail à part entière, la médiation scientifique. Oui, j'apprends encore aujourd'hui. Mais j'ai été très bien formée en thèse. Je m'en rends compte toujours, même maintenant, j'ai soutenu en 2014, donc ça fait un moment. Et encore aujourd'hui, je me rends compte des choses qui me servent tous les jours pour ce projet-là. Donc il y a la méthode de recherche, la rigueur scientifique, à ne pas se contenter de données qu'on trouve facilement, mais vraiment à les vérifier pour s'approprier les connaissances et les comprendre vraiment. Et ensuite, en thèse, quand on présente nos projets à plusieurs publics, même si c'est des publics très avertis, il faut quand même vulgariser, parce qu'on est tous dans des sujets très spécifiques qui sont pas toujours évidents à comprendre, même quand on est dans le domaine. Donc on a un travail de vulgarisation qui est assez régulier. C'est hyper important et du coup, ça nous fait basculer sur l'éco sauvage. Donc après ta thèse, tu fais notamment un post-doctorat, tu continues pas exactement dans ta recherche, et puis tu crées l'éco sauvage. Alors qu'est-ce que c'est l'éco sauvage ? Alors, l'éco-sauvage, c'est dans le nom, j'espère. En tout cas, je l'ai choisi pour ça, pour que ça ait du sens et qu'on sache un petit peu de quoi il en retourne. Donc, j'ai choisi ce mot éco parce que j'avais envie de cibler le projet sur la médiation, justement, vulgariser la science et rendre des notions de biologie, d'environnement, de compréhension du monde vivant en passant par les plantes. Et j'avais envie que ça fasse comme un écho un peu parmi tout le monde. Et sauvage, parce que ce dont je parle, ce sont les plantes sauvages. Majoritairement, bien sûr. Après, c'est aussi intéressant. Parfois, on se retrouve à discuter d'autres sujets, mais c'est les plantes sauvages qui sont le vecteur. Et c'est quoi, justement, les raisons fondamentales et les objectifs d'éco-sauvage? Parce qu'il doit y avoir, à mon avis, une ligne directrice, toi qui te portes tous les jours Oui. quand tu fais ce que tu fais. Oui. Je suis ravie que tu me poses cette question parce que l'éco-sauvage, au premier abord, c'est des prestations avec des sorties autour des plantes sauvages, des ateliers de cuisine sauvage, des petites conférences, des choses comme ça, qui sont concrètes et qui sont des outils pour que les gens soient de nouveau au contact avec les plantes, mais aussi avec la biologie et la compréhension du vivant. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est un peu en surface et c'est vraiment comme des outils, des leviers, mais pour parler et réfléchir sur des choses plus fondamentales qui sont autour de notre place dans la biodiversité, le rôle des plantes, mais d'une manière très générale par rapport à notre histoire d'humain sur la Terre et aussi donc pour prendre du recul, mais aussi pour aujourd'hui trouver des pistes de réflexion, des nouvelles solutions dans l'idéal pour essayer d'avoir une vie avec un peu plus de sens, mais en conscience. Donc c'est un peu dans l'air du temps de dire ça, mais vraiment de savoir pourquoi on fait ces choix-là. Quand on nous dit, par exemple, de trier nos déchets ou d'arrêter de jeter des choses, enfin ça c'est vraiment classique. Mais il y a d'autres un peu directives qu'on nous demande de faire pour protéger l'environnement, par exemple. Mais si ça n'a pas vraiment de sens que la personne s'approprie, c'est, je pense, plus difficile. C'est bien plus facile de protéger quelque chose qu'on connaît et avec lequel on a créé un lien. Donc toi, ton objectif, c'est justement de recréer ce lien avec la nature et de le comprendre. Oui. De par l'ethnobotanique, oui. C'est bien ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'histoire de l'utilisation de ces plantes? Quand est-ce qu'on commence à les manger et comment on commence à utiliser ces plantes de manière médicinale? Donc les plantes sauvages ont été la base de l'alimentation de l'humain. Et ensuite, il y a eu le début de l'agriculture, où là, les plantes ont été domestiquées et la part de plantes sauvages a diminué petit à petit. Donc ça, mais c'était il y a déjà très longtemps aussi, c'était il y a à peu près 10 000 ans, en gros. Et puis, ça a été
que récemment où il y a eu vraiment de moins en moins de plantes sauvages jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans les pays occidentaux, à n'avoir plus aucune plante sauvage dans notre alimentation quotidienne, on va dire. Donc il y a eu des clivages qui se sont accentués il y a des centaines d'années. Ça a commencé à peu près au Moyen-Âge, puis ça s'est accentué de plus en plus. Et aujourd'hui, ça revient un peu, c'est un mouvement un peu à la mode, mais qui s'explique aussi parce que c'est un des moyens de retrouver du sens, du naturel, voilà, de quelque chose qui nous rapproche un peu plus de la nature et des espaces verts. Tu parles de ces éléments à la mode. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un type d'atelier que tu mènes et peut-être ce que toi, tu as l'impression que les gens viennent chercher aussi auprès de toi ? Je vais parler par exemple des sorties terrain où on aborde la botanique et les plantes sauvages comestibles, médicinales, mais aussi les autres en fait, parce que j'aime bien parler des plantes, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'organisme, que partie de la biodiversité. Donc les plantes sauvages comestibles et médicinales, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les autres. C'est super important. Donc dans ces sorties-là, on aborde un peu toutes les plantes et on met en action tous nos sens. Et je pense que les gens, ce qu'ils viennent chercher, parfois c'est très concret, justement, peut-être des nouvelles saveurs, aussi des aliments locaux, du fun, du plaisir, quelque chose d'original. Il y a aussi des gens qui viennent pour une raison de nutrition, un peu d'autonomie aussi, parce que les plantes sauvages, elles sont quand même très très riches en certains nutriments, bien plus que la plupart des plantes cultivées. Et ça, c'est un peu, je pense, ce qu'ils viennent chercher. Mais quand ils sont sur place, il y a ça, mais il y a aussi, je le vois et on en parle, il y a beaucoup d'émerveillement, de surprises. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est un sacré levier pour justement recréer du lien avec ça. Les gens repartent et souvent, quelques semaines après, j'ai des retours qui me disent qu'ils regardent les plantes, quoi. Avant, ils ne les voyaient pas. Ils voyaient une prairie avec des animaux dedans, ils ne voient que les animaux. Maintenant, ils voient les animaux s'ils ont de la chance d'être là au bon moment, mais ils voient tout le reste, tout ce qu'il y a, toute cette vie, toute cette biodiversité qu'il y a autour. Et justement, le Camp de base podcast, c'est aussi le moment de parler de paysages contemplatifs, enfin de manière contemplative. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un moment, un paysage pendant un atelier qui t'a particulièrement touché, où tu t'es dit, waouh, la nature est incroyable, quoi. Je vais parler justement, je vais continuer sur le fil de cet émerveillement que je vois apparaître chez certains participants ou participantes. Et c'est là où je me dis qu'il y a un sacré pouvoir et un sacré potentiel de la biodiversité en tant que telle, mais aussi de couleurs, de textures. Quand on commence à... Parfois, j'ai des groupes qui sont vraiment curieux, qui ont envie de savoir pas juste la saveur ou si c'est comestible ou pas, mais ils s'intéressent, ils commencent à intégrer que c'est vraiment un organisme vivant. Évidemment, tout le monde le sait, mais vraiment à se poser des questions sur mais du coup, comment la plante, elle fait pour, je sais pas, se protéger des herbivores, par exemple. Elle peut pas bouger, comment est-ce qu'elle fait ? Et là, on ouvre une porte sur des mécanismes super ingénieux qui ont été sélectionnés par l'évolution. Et là, oui, je me dis, la nature, elle est arrivée à un point d'évolution où on arrive à des choses complètement incroyables. Et de donner accès à ça à des gens qui n'étaient pas venus forcément pour ça, je trouve ça génial. Alors toi, justement, tu travailles sur les plantes comestibles aussi en milieu urbain. Est-ce que tu peux nous parler de tes 3 plantes préférées qu'on peut retrouver dans la ville de Grenoble toute proche et nous expliquer pourquoi tu as choisi ces 3 plantes ? Donc, c'est des plantes qu'on trouve en ville à Grenoble, effectivement, mais on peut les trouver aussi ailleurs. Et juste avant d'en parler de ces 3 plantes, je précise juste que moi, je ne les ramasse pas en ville. Ça va être un bon site pour observer parce qu'on y est souvent quand on est citadin, donc on a vraiment un bon terrain d'identification. Mais voilà, c'est quand même un peu trop pollué. C'est pas forcément un bon endroit pour les ramasser. Voilà, donc ceci étant dit, les plantes que j'aime retrouver en ville, il y en a une, je pense que les gens qui viennent souvent avec moi, ils le savent, c'est la mauve. La mauve, j'en parle beaucoup, j'en parle souvent parce que c'est une plante qui représente beaucoup, beaucoup la douceur, symboliquement, parce que c'est une plante très, très aérienne, avec des couleurs, comme son nom l'indique, mauve, pastel, qui sont très douces, mais aussi, c'est pas que symbolique, c'est vraiment une plante
pleine de douceur, qui a des vertus médicinales, clairement, qui sont utilisées pour sa douceur, qui adoucissent les gorges irritées, les choses comme ça. Et c'est des utilisations qui sont reconnues et qui sont même... les principes ont été extraits ensuite pour en faire des médicaments, pour cette douceur-là. Donc, la mauve en plante numéro 1. Oui, la mauve. Et ensuite, dans ton top 3. Dans mon top 3, après la mauve, je dirais la cardamine. La cardamine hirsute. Il y a plusieurs espèces de cardamine, mais la cardamine hirsute, c'est celle qu'on retrouve souvent en ville. C'est une toute petite plante qui est très jolie, vraiment toute petite, ça vaut le coup de se pencher dessus. Et il y en a vraiment partout. Vous allez la trouver dans les fissures des trottoirs, avant que les agents d'entretien passent, ou au bord des prés, vraiment à la jonction goudron-espace vert. Et c'est une plante qui est comestible. Et j'aime beaucoup parce qu'elle arrive tôt dans la saison. Là, elle commence à arriver déjà depuis quelques semaines. Et elle va être une des premières qui va apporter de la fraîcheur dans mes petits plats. C'est une des premières salades sauvages que je mets. C'est une plante de la famille des brassicacées, donc des choux. C'est une famille qui a beaucoup de composés soufrés qui piquent un petit peu. Donc ça apporte ce petit côté un peu piquant à la salade. Il y a plein de vitamines dedans. Voilà, donc ça sera ma numéro 2. Miam, miam. Et la numéro 3 alors? La numéro 3, ça serait le lierre terrestre. Le lierre terrestre parce que là, pour le coup, c'est pour son odeur. J'aime beaucoup le parfum de cette plante-là. Et on va la retrouver aussi dans les pelouses. C'est une plante de sous-bois, donc plus dans les pelouses un peu moins exposées au soleil. Mais elle est très jolie. Elle va faire des petits tapis. C'est pour ça qu'on l'appelle le lierre. Elle a des parties végétales qui courent un peu sur le sol et qui lui permettent de faire des petits tapis dans la pelouse. Et elle est assez discrète, mais au printemps, et elle va commencer à faire des tiges qui partent à la verticale, quoi, comme la plupart des plantes. Et là, elle va fleurir et ça va apporter une couleur bleu clair qui va égayer les pelouses. C'est très joli. Et c'est une plante comestible, médicinale, et on en extrait le parfum pour aromatiser des desserts, des crèmes, etc. Bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ton top 3. On mettra dans la description du podcast des liens vers ces plantes-là. Est-ce qu'on a une idée de combien de types de plantes différentes on retrouve dans une ville comme Grenoble, par exemple, ou c'est pas un travail qui a été effectué? Je pense que c'est un travail qui a dû être fait par l'association Gentiana, mais je ne connais pas les chiffres. Okay. Mais c'est une association qui travaille beaucoup de botanique, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir. Et ils travaillent beaucoup aussi sur les plantes de Grenoble et la flore de ville. Alors justement, là, on va prendre un peu de hauteur, comme le camp de base, c'est une émission sur la diversité de la montagne. Comment est-ce que les plantes, elles s'acclimatent à l'altitude et au froid? Les plantes s'acclimatent comme toutes les autres au cours de l'évolution. Et donc en montagne, le froid, ça va être des plantes qui vont y faire face en étant plus petites. Souvent, c'est des plantes qui sont un peu ramassées, qui dépassent pas trop du paysage. Ça fait moins de prise au vent et à la déshydratation et au froid. Donc elles sont souvent plus petites et puis elles vont être plus épaisses. Vous pourrez voir, il y a des plantes que vous allez trouver en ville, par exemple, et que vous allez trouver la même espèce en montagne, et elles vont pas du tout avoir la même tête, si je peux m'exprimer comme ça. Elles vont être beaucoup plus épaisses, moins de feuilles, moins de surface qui va être exposée au froid. Et c'est pour ça que les plantes, souvent, que vous voyez en montagne, elles sont beaucoup plus épaisses et petites. Et justement, là on est dans le massif de Belledonne. Et comment est-ce qu'on peut qualifier la diversité des plantes en Belledonne? Alors c'est une question à laquelle je vais donner une réponse très personnelle. Hein. Je n'ai pas de vision globale. Je dirais diversifiée et pas spécialement unique. Moi, je trouve des plantes que j'aurais trouvées en vanoise, justement en tarentaise. Donc, c'est pas, à ma connaissance, il n'y a pas une flore ultra spécifique de ce massif-là. Et diversifiée parce que j'y retrouve quand même la plupart de ce que j'avais l'habitude de trouver ailleurs. Et c'est intéressant parce que du coup, là, ce que tu transmets, c'est que finalement, les plantes de montagne sont spécifiques, mais on n'a pas forcément de spécificité par rapport au massif dans lequel on se trouve. Oui, en fait, oui, les plantes, elles sont spécifiques par leur adaptation physiologique,
mais elles ne sont pas spécifiques en tant qu'espèces. Il y a des espèces spécifiques de certains endroits, de certains massifs, bien sûr, mais c'est assez rare, ici en tout cas, et par contre, elles sont spécifiques dans leur physiologie. Et justement, tu m'as invité à manger ce matin. On a mangé des petits pissenlits, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'on peut manger en Beldon, qu'on peut ramasser à cette période-là de mars? Alors oui, du coup, il y a les pissenlits, ça commence. C'est les toutes petites pousses qui sont pas trop amères encore, donc c'est sympa de commencer comme ça. Et justement, il y a la cardamine qui commence à arriver. Elle est en ville, je l'ai vue fleurie, mais ici, comme il y a un décalage à cause du climat, elle est encore en rosette, en salade. Il y a la doucette, qui est la mâche sauvage, qui arrive aussi, et pareil, c'est la période. Tout ça, c'est des plantes, souvent, quand elles arrivent tôt comme ça, elles ont un temps de floraison assez court. On ne va pas les retrouver en août, par exemple. Donc c'est vraiment la doucette, il y a un petit temps de récolte qui est assez court. Il y a l'ail des ours qui va arriver, le fameux. Mais celui-ci, on le trouve un petit peu partout. Et c'est pareil, c'est un temps de récolte assez court. Il y a la prime vert aussi, qui arrive en ce moment. Donc c'est la prime vert à col, c'est pas encore la prime vert au final. Il y a plusieurs espèces de prime vert. Elles sont toutes comestibles. Il y en a une qui est officinale, médicinale, quoi. C'est celle qui s'appelle officinale. Mais en ce moment, la plus précoce, c'est la prime vert à col qu'on trouve un petit peu partout. Et vous pouvez la manger aussi, mais avec parcimonie. Par rapport aux autres plantes que j'ai citées, celle-ci, elle a quelques composants un peu irritants, il faut y aller mollo. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver tes ateliers? Parce que peut-être que les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés aujourd'hui auront envie d'aller récolter des plantes et du coup de se renseigner, parce que pour moi les plantes c'est un peu comme les champignons, on ne peut pas manger n'importe quelle plante, c'est hyper important de faire attention, on le dit ici. Oui, c'est très important. J'espère que certains auront envie de se rapprocher un peu plus de ces organismes végétaux. Oui, il faut faire attention pour l'identification, mais aussi beaucoup pour l'environnement, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça devient de plus en plus à la mode, accessible à tout le monde, et tant mieux, mais il va falloir faire attention pour ne pas faire les mêmes bêtises qu'avec tout le reste. Donc, il faut faire attention à soi, être sûr de ce qu'on identifie, et puis aussi faire un peu attention quand même aux parasites. Mais j'insiste aussi beaucoup sur les prélèvements qui doivent être parcimonieux, qui doivent respecter le spot, qui doit perdurer en fait, et faire comme si on n'était pas passé. Donc il y a aussi quand même une grosse partie respect de là où on va prélever. Donc pour tout ça, si vous avez envie d'être accompagné, oui bien sûr, vous pouvez venir avec moi. Et donc j'organise, ça va commencer à partir de avril, je fais des sorties sur les pentes de la Bastille. Mais là, on ne fait pas de cueillette, c'est juste de l'identification, justement parce que le site est trop fragile, beaucoup trop fréquenté, donc c'est pas la peine d'en prélever encore en plus. Et ensuite, après, toute la saison démarre un peu sur les chapeaux de roue à partir d'avril. Et mai, juin, juillet, août, il y a des stages et des formations tout au long de l'année que vous pouvez consulter et trouver sur mon site web. Et le plus pratique, c'est de s'inscrire à la newsletter parce que j'ai pas toujours actualisé tout sur mon site. Et je ne vous pollue pas avec 10 000 mails, il y en a un par mois et voilà. Donc, oui, et tu es aussi sur Instagram. Et oui, je suis aussi sur Instagram. Important. Oui, c'est important. Les réseaux sociaux m'aident beaucoup à me faire connaître et à parler de mon sujet. Donc, ouais. Et vous, en plus, c'est pratique pour les auditeurs ou les gens qui suivent ces réseaux-là parce qu'il y a beaucoup d'informations accessibles qui sont partagées là. Donc, ça vaut le coup. Ouais. Une vraie médiation. Exactement, j'espère. Je fais tout pour. Merci infiniment Mathilde de m'avoir accueillie aujourd'hui dans cette si jolie vallée des huiles. Merci à toi, merci d'être venue. Le soleil est en train de tomber, c'est un signe. Oui. Et merci beaucoup. Merci. Et à très vite. À très vite. Le camp de base, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te dis à lundi prochain. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, c'est très important parce que c'est un podcast que je fais sans fond, sans moyens. Et le fait que tu partages ces épisodes, ça montre aussi qu'il y a un intérêt à ce que je continue, qu'il y a un intérêt à ce podcast pour tes oreilles et celles peut-être de celles et ceux qui t'entourent. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à très vite dans le camp de base.